Bienvenue en direct sur Dingue de Jeux TV. On retrouve Momo en pleine préparation pour la guerre. Effectivement, après s'être fait rouler dessus, humilié, ratatiné 2 fois de suite, il a décidé de se prendre en main et de se préparer pour la guerre. Plus jamais ça, plus jamais de défaite. C'est fini la loose, on se prend en main, c'est parti. Rien ne doit exister à part ta mission. Quand tu fais un truc, fais-le à fond. Allez, essaie encore. Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des Dingues de Jeux. Ce soir, c'est pas un rapport de bataille, on va parler stratégie, on va parler tactique. Je pense que si vous avez vu les 2 dernières vidéos, vous avez compris ce qui s'est passé. Momo s'est pris une sacrée branlée. Ah, effectivement, ça n'a pas été très glorieux. Et il y a moyen de faire un peu mieux, je pense. C'est ça. Jouer un peu plus stratégique. Donc ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de passer en revue les troupes Cannes. On a posté les 2 vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à les regarder. Il y en a une qui disparaît de temps en temps. Je pense qu'on a un peu de censure du côté de YouTube parce que on ne sait pas exactement pourquoi. Mais en tout cas, on va essayer de faire propre. Donc sur les prochaines vidéos, pas de musique, pas d'effets sonores, pas de gros mots, pas de nudité. On ne se touche pas non plus certaines parties de notre corps, surtout quand on veut toucher des figurines après. Pas d'alcool et pas de clope. Donc voilà. Ça va être sympa. Ouais, on risque de se faire un peu chier. Ou sinon, on continue à faire pareil et on prend le risque de se faire censurer de temps en temps. On peut essayer ça. Ouais. Ça te va aussi? Ouais. On va essayer de faire ça. À bon entendeur, salut. Quand on poste une vidéo, soyez rapide. On ne sait jamais si elle va passer la nuit. Donc voilà, soyez rapide. Alors ce qu'on va faire ce soir, c'est donc on peut peut-être appeler ça un tactica. On va faire une revue des troupes de la faction Cannes, puisque c'est ta faction préférée. Et on a le plaisir ici d'avoir toutes les figurines de la gamme. Donc on a les 11 figurines et on va étudier un par un les profils de cette faction pour voir comment on peut l'optimiser sur les prochaines parties et donc préparer Momo pour la prochaine bataille. Oh putain, ça va saigner. Ça va saigner. L'objectif c'est quoi? C'est quand Mo rentre de vacances, tu le Défonce. il le défonce, c'est exactement ça. Momo contre Mo, le retour, le défonçage. Donc c'est parti les amis, on va voir ensemble la stratégie de chacun de ces personnages. Alors un commentaire général qui vaut pour toutes les factions et qui est un problème à gérer en partie, c'est la règle du sous-nombre. Dans les 2 games que tu as joué Morgane, tu avais 3 figurines contre 5 jokers. Donc ce qui se passe en fait, c'est que tu as 3 points d'action par figurine. Donc au total, tu avais 12 points d'action. 9 points d'action. 3 x 3, 9. Ah merde. C'est pour ça que j'ai perdu. Ben voilà, peut-être. Ouais. Tu vas essayer au prochain, d'accord? Et en face, tu avais 5 jokers. Donc potentiellement 15 points d'action. 15 points d'action. Donc 15 points d'action contre 9, c'est compliqué à gérer. Ça veut dire qu'en face, il va avoir beaucoup plus de flexibilité. Il va pouvoir tourner autour de toi. Il va pouvoir aussi souvent t'attaquer sans que tu puisses rien faire, puisqu'il a un avantage en termes de points d'action. Donc ça, c'est une première règle qui vaut pour les Cannes ou pour toutes les factions qui ont des figurines coûteuses en termes de points de valeur. Bien gérer le sous-nombre. Donc ça veut dire que chaque placement sur la table est stratégique. Il faut pouvoir anticiper les mouvements de l'ennemi et il faut également temporiser. Temporiser, c'est laisser la main à l'ennemi et le laisser venir à toi plutôt que de charger dans le tas, puisque là, tu t'exposes à de gros problèmes quand tu es en sous-nombre. Si on reprend un peu ce qui s'est passé sur les 2 parties, tu avais ce genre de déploiement très fin. Hein? Vas-y, regarde, refais-nous ça. Sachant que les combinaisons restent quand même très limitées. Exactement, mais donc voilà, on était un peu dans ce type de configuration. Et rappelle-moi quel a été le premier mouvement que tu as fait dans chacune des parties. De toute façon, de manière très stratégique, j'ai changé avec Souk. Exactement, tu l'as mis là. Alors quel est le message que tu passes à ton adversaire quand tu fais un mouvement comme ça? C'est écoutez, j'organise un don d'organes. C'est gratis, c'est ma tournée, puisque là, effectivement, tu vas donner à l'opportunité au Joker de se placer tout autour de toi
Et là, de te jeter des couteaux de lancer, celui-ci te mettre un petit coup de lance-flamme, ici un cocktail molotov. Et ensuite, avec le bonus de points d'action, eh bien, tu vas te faire gentiment, petit à petit, éplucher. Donc, c'était bien de vouloir avancer assez rapidement pour atteindre tes objectifs, mais maintenant, la partie se dure en 5 tours. Donc, tu as 5 tours pour réaliser tes objectifs. Je crois que sur les deux parties, on a rarement été au-delà du troisième tour. Ouais. Donc, voilà, temporise, laisse la main, laisse-le venir et tu les boulottes un par un. C'est ça la stratégie quand on est en sous-nombre. Alors, c'est parti les amis pour la revue de troupe. Donc, on va regarder nos cartes, les cartes de chacune des figurines. On va commencer par Suc. Alors, ce qui est bien déjà, c'est que, et nous c'est ce qu'on aime dans Eden, c'est qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête à regarder, à chercher des règles spéciales dans les livres de règles. Tout est sur la carte. Donc, on va passer en revue ces cartes et on va vous expliquer ce qu'on peut faire de chacun des membres de cette faction. Une première particularité sur les cannes, c'est que vous le verrez sur cette carte, j'ai affiché la carte de Suc ici, c'est qu'ils ont des points bleus. Qu'est-ce qui se passe avec les points bleus, Morgane? Et ben, la caractéristique, c'est que quand on va prendre des points de dégâts, les caractéristiques des personnages vont augmenter. Exactement. Donc vous le voyez par exemple sur Suc, dès qu'il va prendre des dégâts dans ses membres, ses caractéristiques vont augmenter temporairement, puisque au départ, il va par exemple sur son score de combat commencer à 7, et dès qu'il aura pris 3 dégâts, il va passer à 9 de combat. Donc les cannes, c'est des sortes de berserkers. À chaque fois qu'ils sont blessés, ils deviennent un peu plus furieux. Alors on va commencer cette revue de troupe avec la bête de la faction, c'est Suc. Donc Suc, vous l'avez déjà vu dans les games, c'est un barbare. On va regarder ses caractéristiques dans un premier temps. Morgane, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Suc? Et ben, comme vient de dire Pierre, Suc c'est la brutasse de la faction. Donc la caractéristique la plus intéressante à regarder, c'est sa caractéristique de combat. Il a 7 de base, qui est déjà pas mal. Et puis quand il est bien énervé suite à ses premières blessures, il va passer à 9. Donc il est violent, la brute, c'est du corps à corps et ça fait mal. Exactement, il est violent, il a pas mal de points de blessure de points de vie dans chacun de ses membres. Alors après, un adversaire malin essaiera de localiser ses frappes dans la tête et dans les pieds, puisque vous le voyez, quand on blesse Suc au torse ou au bras, on va augmenter soit son combat, soit sa vigueur. Donc la faiblesse de Suc, c'est la tête et les pieds, puisqu'en plus il n'est pas protégé dans ces parties de son corps. Donc les adversaires auront tendance à relocaliser sur la tête ou sur les pieds de Suc. Donc attention. Est-ce que tu peux nous dire, tu nous as dit c'est son équipement? Moi non, mais tu viens de le dire. Oui. Protection épaulière qui lui donne plus 1 au niveau des bras. Et puis également au niveau du torse, avec une protection de plus 1. Ok, donc voilà, il est blindé partiellement. Faites toujours attention à sa tête et à ses pieds. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur Suc. Après, ces points bleus ne sont pas extraordinaires, hein. Ça, vous le voyez en combat, il n'a qu'une case bleue, donc pas toujours facile à gérer. Il va vous falloir dans l'équipe un membre qui puisse soigner, un membre de la faction qui puisse soigner Suc au fur et à mesure du combat pour pouvoir réellement l'optimiser. On va regarder ses caractéristiques. Maintenant, tu voulais rajouter quelque chose, Morgane? Non, pas du tout. Ok. Ça paraissait bien complet. Bon, écoute, très bien. Regardons maintenant ses caractéristiques une par une. Donc, première caractéristique, c'est vindicatif. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Bien sûr, déjà, ça vous coûtera un point d'action. Et ce qui permet à Suc d'effectuer une action d'engagement gratuite à chacun des tours. Voilà, donc c'est intéressant toujours au vu d'un combat rapproché. Exactement, ça permet aussi de compenser. Donc, pour être clair, Suc engage pour 1 point. Donc, ce qui veut dire que là où les méchants engagent pour 2 points, Suc lui peut, pour 1 point d'action, engager, c'est-à-dire se déplacer et taper. Ça compense un peu son manque de points d'action
et ça lui permet aussi d'être beaucoup plus autonome. Ça fait aussi que Suk peut potentiellement être un missile, c'est-à-dire que si vous voyez un ennemi en train d'accomplir un objectif ou s'il y a un ennemi isolé, potentiellement Suk peut se déplacer de 30 cm sur la table, alors que les autres c'est plutôt 20, et engager un adversaire, donc le taper. Avec en plus une adrénaline, il pourrait le taper potentiellement 2 fois ou bien même se déplacer de 40 cm. Sachant qu'on reste dans tous les cas limité à 2. Exactement, 2 actions de combat par tour. Donc voilà, Suk peut être extrêmement rapide. Après, par contre, ce qu'il faut, c'est éviter d'utiliser ces règles-là pour l'envoyer au milieu de la mêlée où il risque de se faire éplucher. Donc, bien isolé, un ennemi, vous pouvez le shooter en corps à corps. Caractéristique suivante. Autre caractéristique intéressante, c'est inébranlable. Donc il vous coûtera un point de stratégie et c'est jouable une fois par tour. Toujours pareil, en corps à corps, ça permet à Suk d'avoir une réaction d'esquive gratuite donc quand il est engagé. Donc ça, c'est pas mal aussi. On le disait tout à l'heure, les cannes ont un problème avec leurs points d'action puisqu'ils sont forcément avec un profil à 40 points de valeur en sous-nombre. Donc là, encore une fois, ça permet, si vous avez fait votre charge de 30 cm et que l'ennemi n'est pas encore mort, vous aurez peut-être besoin de points d'action pour esquiver. Et là, on peut acheter une esquive gratuite avec des points de stratégie. Encore une fois, attention aux points de stratégie, c'est pas la force des cannes, donc utilisez-les à bon escient. Ensuite, et la dernière qui est Trauma, qui coûte aussi un point de stratégie, qui est le jouable 2 fois par tour, qui permet à Suk de se défausser d'un pion étoile de notre choix. Donc typiquement une brûlure reçue suite à un coup de lance-flamme. Exactement. D'un joker. Comme ça lui arrive assez souvent. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une caractéristique, une capacité spéciale qui lui permet de se gérer. En fait, Suk peut survivre seul contre, on va dire, 1 ou 2 ennemis. Pas toute la faction, mais en tout cas, il peut gérer un combat de façon assez autonome. Donc voilà pour Suk. Un missile. Utilisez-le intelligemment, 40 points de valeur, donc il peut faire beaucoup de dégâts, on l'a vu dans certaines de nos games, mais ne l'envoyez pas au massacre au milieu de la faction adverse. Un peu comme la dernière fois. Ouais, C'était ça. Voilà pour Suk. Alors le prochain membre de la faction Khan qu'on va voir ensemble, c'est Odval. Odval. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les caractéristiques d'Odval? Odval, c'est le char de la faction, à savoir qu'elle a une grosse vigueur de 5. Donc si on la compare par rapport à ceux qu'on a vu précédemment, elle est un petit peu moins forte en combat. Par contre, elle a une résistance qui est supérieure. Donc 5 de base et elle monte à 7 quand elle est dans sa zone bleue, qui est d'ailleurs composée de 3 zones, 3 points. Exactement, 3 points bleus dans la vigueur. Il faut noter que dans la faction Khan, c'est le seul personnage avec 5 en vigueur. Donc Odval, c'est un tank. Qu'est-ce qu'elle a en plus en termes d'équipement? Elle a des équipements qui sont semblables à Suk, à savoir, l'équipement n'est pas semblable, mais le résultat est le même. Un bouclier qui permet d'avoir une protection au bras de +1 et également dans le torse. Donc voilà, c'est un tank et en plus, elle est blindée avec les mêmes faiblesses que Suk. C'est qu'effectivement, pas de protection ni à la tête ni aux jambes, donc attention au jet de relock, tout en gardant en tête que sa vigueur étant beaucoup plus élevée, elle a une durée de vie beaucoup plus importante. Vous pouvez le voir dans les vidéos qu'on a postées auparavant. Regardez une vidéo qui s'appelle La Raffinerie et vous verrez que le clan Khan gagne la bataille grâce à Odval. C'était moi? Non, c'était pas toi qui jouais, c'était Néo. T'étais pas là cette fois-ci. Dommage, non. Il y a écrit. Non, c'était pas toi. avoir gagné une partie un jour dans ma vie. J'en ai gagné une, c'était le combat contre la Blue Fusetsu. Ah. Ça, c'était toi. Mais de mémoire, je pense que c'est la seule bataille que tu as gagnée, effectivement. Mais dans la partie La Raffinerie, Odval tient un objectif, aidé par Kushi qui la soigne au fur et à mesure. Mais toute une bande de jokers s'est acharnée sur Odval et elle a tenu l'objectif. Elle a fait gagner la partie. Donc Odval, c'est vraiment un personnage extrêmement résistant. On va regarder ensemble maintenant ses capacités spéciales. C'est parti. Donc la première, réception, qui permet à Odval, lors d'un engagement, de gagner un poids d'action. Un point d'action ou un poids d'action?
J'ai dit poids? Ouais, t'as dit poids. C'est Un un point point d'action. d'action. Alors effectivement, ça on l'a dit aussi, un des problèmes du clan Cannes, c'est le peu de points d'action. Je crois qu'on a un Et nous, on problème. a un problème Là, aussi, c'est la ouais, caméra. c'est la caméra. La Attends, caméra est en train de vas-y, tomber. raconte Je un vais, truc. je vais raconter un Raconte une truc blague. pendant que tu fais la mise au point parce que là, Raconte je une pense blague. qu'elle va tomber par terre. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le clan Khan, un de ses problèmes, c'est son faible potentiel de points d'action. Et en fait, c'est une lacune qui est comblée par ce genre de caractéristiques. Donc, à chaque fois qu'un adversaire va engager Haute-Val, elle va gagner un point d'action, ce qui va lui permettre soit de faire une esquive, soit de faire une contre-attaque. Donc, voilà, ça c'est un point qui est précieux. On peut avancer pour protéger un objectif avec Haute-Val, même s'il lui reste peu de points d'action. Attention au tir toujours, mais en tout cas, si un ennemi peut la charger, elle va récupérer des points d'action pour pouvoir se défendre. Caractéristique suivante. Caractéristique suivante, mon cher Morgan. Je vais essayer de prononcer correctement. Résilience. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Résilience. Donc, un point de stratégie une fois par tour. Ça permet à Haute-Val de défausser un pion d'état, donc une fois par tour. Par contre, en plus, il y a une contrepartie, c'est qu'elle gagne également un pion d'état de son choix, enfin du choix du joueur qui la joue, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Imaginez que Haute-Val ait un pion de peur, par exemple, elle peut le défausser et le transformer en un autre pion d'état. Imaginez, par exemple, un Brûlure, enragement. brûlure. Non, pas brûlure. Enragement qui va lui permettre d'augmenter sa capacité de combat ou sa rapidité au détriment d'un point de vigueur, mais elle en a beaucoup. Donc n'hésitez pas à utiliser cette compétence-là. Encore une fois, ça permet de gérer le fait que le clan Khan soit en sous-nombre en optimisant chaque personnage. Je pense qu'il faut qu'on retourne à la caméra. On a un gros problème avec cette caméra, elle va finir par terre. Faites quelque chose, bordel, Morgane. Merde, elle va tomber par terre. Voilà, mais faut la... Mets un coup là, mets un coup de vis là. Ça tient. Ça casse. Ça va casser l'iPad. Bon, excusez-nous hein, les amis, on fait ça avec les moyens du bord. On essaye de bien faire. Je vais combler en parlant de la prochaine caractéristique qui est perturbation stratégique. Là encore une fois, une bonne capacité spéciale pour combler le sous-nombre. Vas-y, Morgane, Momo, Voilà, fais ton boulot. Là, il y a un peu de lecture. Je vais en profiter pour me servir un verre de vin. Donc ça affecte tous les combattants adverses qui sont situés à 10 cm ou moins d'Haute-Val. En fait, c'est durant la prochaine phase tactique, les combattants affectés, donc ceux qui sont à 10 cm ou moins d'Haute-Val, ne peuvent pas bénéficier des effets d'une carte tactique adverse, ni être ciblés par celle-ci. Donc ça, c'est pas mal. T'as dit que ça valait un point de stratégie une fois par tour? J'allais le dire. J'allais le dire, mon cul. Ouais. J'étais à 2 doigts de le dire. T'étais à 3 doigts de le dire, t'allais pas le dire. Donc ça vaut quand même un point de stratégie par tour. Mais c'est une caractéristique intéressante puisqu'elle va en fait empêcher vos adversaires d'accomplir leurs objectifs ou en tout cas d'utiliser des capacités spéciales. Imaginez que vous êtes dans un combat, en début de tour, on joue des cartes tactiques. C'est pas ça qui m'a fait la dernière fois avec ces jokers à chaque fois là. Oui, mais tu n'avais pas utilisé. Voilà, Il n'y avait surtout pas de personnage. Exactement, tu n'avais pas la bonne figurine, mais tu ne l'avais pas utilisé non plus. Donc, intéressant pour pouvoir bloquer les stratégies de l'adversaire. Haute-Val va pourrir un peu la stratégie de votre ennemi grâce à cette action. Donc, en cas de combat acharné, n'hésitez pas à utiliser cette caractéristique. Est-ce que c'est tout pour Haute-Val ? Bah, c'est aussi une touche féminine dans la faction. Il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai, ouais. Alors après, une touche féminine, oui, c'est vrai. C'est pas la plus sexy de la bande. On va la voir tout à l'heure, la plus sexy de la bande, vous la connaissez. C'est Oyun Bilek, autrement appelée Pamela Anderson. Mais il va falloir attendre 1h30 de vidéo. Non, on va la voir. Alors, le prochain membre de l'équipe, Khan, c'est Alag. Alag. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Alag? Ce qu'on peut dire sur Alag, c'est qu'il a un profil un peu plus équilibré que ceux qui est Haute-Val au niveau combat et vigueur, donc avec 6 de combat et 4 de vigueur. Donc combattant plus équilibré. Avec la possibilité de passer à 7 de combat quand même, il a 2 cases bleues
sur le combat et la possibilité de passer à 600 vigueur. Avec par contre une seule case bleue. Avec une seule case bleue et 3 cases bleues en rapidité. Par contre, c'est un personnage qui peut augmenter sa rapidité assez vite. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son équipement, mon cher Morgan? Et bah, Lag, son équipement fétiche, c'est La tronçonneuse. c'est la tronçonneuse. La tronçonneuse. On va voir les caractéristiques tout de suite. Exactement. La tronçonneuse, c'est vraiment un équipement qui est intéressant. C'est un équipement qui peut être vraiment fatal en combat et qui est dissuasif. On réfléchit toujours à 2 fois avant d'attaquer un personnage avec une tronçonneuse parce qu'on sait que c'est du kit ou double et que la tronçonneuse double les dégâts. Donc on va le voir effectivement dans son équipement avec la tronçonneuse. Avec la tronçonneuse. Avec la tronçonneuse et avec Morgane. C'est parti. Donc la tronçonneuse, ça va vous coûter 2 points de stratégie. Et le principe, c'est que la prochaine fois qu'Alag effectue une attaque de corps à corps, et il va avoir déjà un malus d'un CBT. Donc on va diminuer de 1 sa compétence combat. de combat. Par contre, la contrepartie, qui est plutôt pas mal, c'est que plutôt qu'infliger 1 point de blessure par réussite, on va en infliger 2. 2, exactement. On va doubler en fait avec Alag les points de dégâts. Donc il va passer de 6 à 5 en combat, donc on ne jette que 5 dés, ou de 7 à 6 s'il est en mode énervé. Mais effectivement, chaque touche qui va passer va infliger 2 points de dégâts. Donc la possibilité vraiment de trancher un adversaire en deux en un mouvement. Donc c'est vraiment une arme qui est dissuasive. Ok? Par contre, c'est consommateur en points de stratégie. C'est consommateur effectivement en point de stratégie. Gardez ça toujours en tête. Avec les cannes, c'est on va dire allez, 12, 11, 10 points de stratégie maximum. Donc pensez à bien les gérer. Et la compétence suivante, c'est instinct meurtrier. Ça fait peur. Ça fait peur, ça coûte 1 point de stratégie, c'est jouable une fois par tour. Ça se joue au début du tour et ça permet à Alag de gagner un bonus de +1 en rapidité qui est valable jusqu'à la fin du tour. Alors à quoi ça peut servir ça? La rapidité. La rapidité. Aller plus vite. Exactement, à aller plus vite. Donc quand on est plus rapide, on est plus difficile à toucher face à des armes de tir, mais on a aussi plus de chances d'activer Alag sans être interrompu par un adversaire. Donc si vous avez un objectif ou un ennemi que vous voulez décapiter avec votre tronçonneuse sans être interrompu, n'hésitez pas à utiliser cette caractéristique. Ça coûte un point de stratégie. Donc là encore une fois, gérez-les de bonne façon. Dernière caractéristique. Menace. Menace. Il fait peur, Alag. Alors menace, il y a un peu de lecture, ça permet à Alag de faire effectuer des tests de psy pour les combattants ennemis qui sont situés à 3 cm ou plus d'Alag. Alors le principe, c'est que le combattant ennemi, enfin tous les combattants ennemis situés dans le périmètre doivent effectuer un test de psy de difficulté 5 avant d'effectuer une action impliquant un déplacement. Et donc là, il y a 2 résultats possibles. Ouais. Soit il y a un échec, soit une réussite. S'il y a échec, le combattant ne peut pas se déplacer ni s'arrêter à 3 cm ou moins d'Alag. Ouais, donc c'est pas mal. En fait, Alag, c'est un personnage qui est polyvalent. Il peut être bourrin, mais il est aussi défensif. C'est-à-dire que pour protéger un objectif, Alag est parfait. Puisqu'il permet en fait, il a des bonnes capacités de combat, il a en plus ses tronçonneuses qui font flipper, et en plus il a cette caractéristique qui va obliger l'adversaire à tester son psy pour pouvoir approcher de l'objectif ou pour pouvoir approcher de Alag. Donc vraiment un personnage intéressant à jouer sur des missions à objectif. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur Alag? Il est moche. Il est moche, c'est vrai qu'il n'est pas très beau, comme la plupart de nos mutants, il n'est pas très beau, mais écoutez, en tout cas, moi c'est un des membres de cette faction que j'aime le plus. Il est vraiment super polyvalent et il ne déçoit jamais. Merci à toi, Alag. Alors, le prochain membre de la faction, c'est Oyun Bileg. Oyun Bileg. Pas facile à dire. Nous, Oyun Bileg, on aime bien l'appeler comment? Pamela Anderson. Pamela Anderson, parce que c'est la
La plus belle. Parce que c'est la plus belle du clan Khan, effectivement. La plus belle des plus Je ne moches. sais pas si on peut dire qu'elle est super sexy, mais en tout cas, voilà, nous on trouve que c'est la plus belle. En plus, elle a un espèce de maillot de bain, hein, on peut dire que c'est un maillot de Voilà, bain. un plastique plutôt. Ouais, elle a une plutôt sacrée paire de pêche, on avantageux. dirait un peu Pamela Anderson, donc On a dit qu'on parlait bien. on a dit qu'on parlait bien. On dit, oh, elle a une plastique fort agréable, elle a une tête horrible, mais elle est plutôt chaloupée, on va dire. Donc, Oyun Bileg, c'est le prochain profil à 35 points. Alors, mon cher Morgan, que fait Oyun Bileg? Ou Pamela? Elle court nue sur la plage. Elle court nue sur la plage, on peut dire que c'est un Non. profil plutôt équilibré. Ouais, assez polyvalent, donc il n'y a pas spécialement de caractéristiques à mettre, Non. à mettre en avant. On va retrouver le même principe des cases bleues qui vont lui permettre d'augmenter ses caractéristiques, mais à chaque fois incrémenter de une ses caractéristiques. Donc, Incrémenté de une Ah, mais ses attends. caractéristiques. On a dit qu'on parlait bien Ouais, ce on soir, parlait les gars. bien, j'ai On pas- rigole pas ce pas soir. envie d'être censuré. Hein. On veut pas être censuré. Alors, c'est un profil moyen. Qu'est-ce qu'elle a comme équipement spécial? Ah, Ah. c'est là que ça devient intéressant. Elle a une arbalète. Une arbalète. Une arbalète. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, c'est une arme de tir. Hein. C'est quand même la première arme de tir qu'on voit dans la présentation de la faction. Donc, ça va permettre de jouer un petit peu de manière un petit peu différente que les bourrins de corps à corps qu'on a Voilà. présentés jusqu'à maintenant. Les caractéristiques de l'arbalète, c'est une portée de 20. L'arbalète lui offre une compétence de combat améliorée de 1. La puissance de l'arbalète est de 2 et par contre on ne peut tirer qu'une fois par tour. Alors, effectivement, c'est un des tireurs les plus puissants, sinon le plus puissant de toutes les factions de Eden, puisqu'elle a à la base une capacité de combat de 5. Donc, on va jeter 5 dés plus 1 au moment du tir et on va rajouter 2 à la puissance au moment des dégâts. Elle peut même passer à 6, puisque dès qu'elle est blessée, elle passe à 6. Après, la difficulté, c'est que cette arbalète ne peut tirer qu'une fois par tour. Donc, à rentabiliser sur un profil à 35 points de valeur, c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'ai pour l'instant eu un peu de mal à jouer à une Bileg. Je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore trouvé qu'elle valait ses points de valeur. Mais on va regarder ses caractéristiques spéciales et peut-être qu'on va trouver quelques pépites. Alors, commençons avec la première, mon cher Momo. Et la première c'est sang-froid. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà combien ça coûte? Combien ça coûte? Donc c'est un point de stratégie, c'est jouable une fois par tour. Et puis qu'est-ce que c'est que ça? C'est marqué. Ça permet lors de son prochain tour de désigner comme cible un attaquant de son choix. On connaît la fameuse règle qui oblige à tirer sur l'attaquant le plus proche, sauf s'il est engagé en corps à corps. Exactement. Moi je progresse de partie en partie. Mais voilà, grâce à cette compétence de sang-froid, on dépense un point de stratégie et ça permet donc de choisir ça permet de choisir sa cible. Ça permet de choisir sa cible, effectivement. On peut contourner la règle de choix de la cible, puisqu'on est obligé de tirer sur la cible la plus proche. Avec cette règle spéciale, en dépensant un point de stratégie, on peut shooter n'importe qui est à portée. Donc, intéressant sur cette règle de tir. Deuxième caractéristique, C'est la fiole toxique. fiole toxique. Donc la fiole toxique, ça coûte également un point de stratégie. C'est jouable une fois par tour et maximum 2 fois par partie. Et ça permet d'équiper Pamela d'une fiole donc qui est jetable grâce à une portée de 20. D'accord. Alors, attends, je vais juste prendre un gabarit parce que Vas-y. la fiole, c'est donc un gabarit d'explosion. Ouais. Elle lance ça. Alors, est-ce qu'elle peut lancer ça sur les gens? Non, on ne peut pas lancer ça sur les gens. Elle Oh, peut non. lancer ça à proximité, pourquoi pas. À quelle portée? 20. Alors voilà, vous allez pouvoir utiliser ce gabarit d'explosion que vous allez pouvoir lancer à 20 cm d'Oyun Bileg. On rappelle, la règle c'est que le centre du gabarit doit être dans les 20 cm de la cible. On ne peut pas cibler des gens, par contre on va pouvoir, avec cette fiole toxique, en fait bloquer le terrain, donc faire un espèce d'obstacle pour empêcher les adversaires d'approcher. Est-ce que tu peux nous lire les caractéristiques spéciales de cette fiole toxique, Alors, s'il te plaît, Morgan? Alors déjà, il faut considérer cette zone comme quoi? Comme un élément de décor Comme un élément de décor, avec possédant la caractéristique d'occupation. Donc là, je vous renvoie vers le livre de règles pour savoir ce que ça veut dire.
Alors ça, il faut le noter parce qu'on va le voir après dans les combos de la faction Cannes. C'est une règle extrêmement importante. Les fioles toxiques que possède chacun des membres de la faction Cannes ont la règle occupation et on va le voir tout à l'heure avec un de nos personnages préférés qui est Alatloun. Ça va nous permettre de faire des combos bien bohémiens et bien stratégiques. Et ensuite, on a un choix à faire. On a un choix à Il y a faire. une caractéristique spéciale supplémentaire. Et alors là, il va falloir choisir entre présence hostile, vapeur méphitique ou corrosion. Donc, alors avec Oyun Bilek, on va pouvoir effectivement choisir la caractéristique spéciale de la fiole toxique qu'on va lancer, qu'on peut lancer jusqu'à combien? Jusqu'à 20. Jusqu'à 20 cm, donc c'est pas mal. Trois hein. fois qu'on le dit. Je pense Ça fait que là, 3 fois ça qu'on le tienne dit. pas. Mais Pas de maintenant, je rentre dans la catégorie des personnes âgées et j'ai parfois du mal à me rappeler de ce qu'on me dit. Donc, excusez-moi. À 20 cm, vous pouvez l'acheter. Et ensuite, donc, vous allez choisir une capacité spéciale qui est corrosion. Donc là, c'est plutôt une caractéristique qui est destinée à des robots. ISC, c'est parfait, par exemple. ISC qui a 2 de protection, en fait, ils vont se prendre autant de dégâts dans les jambes que leur valeur de protection. Donc, des robots qui ont une protection de 2 vont prendre 2 dégâts dans les jambes sans avoir possibilité de se protéger. Donc, c'est pas mal. Mais encore une fois, c'est défensif. La deuxième, c'est Présence hostile. présence hostile 2. 2. Présence hostile 2. Ça veut dire que là, on va faire 2 points de dégâts à l'ennemi qui va rentrer dans cette zone toxique. Et en fait, là, on va faire un deadlock. Ouais, c'est ça. On va faire un deadlock pour voir où est-ce que ça blesse l'ennemi. Et le troisième, Vapeur méphitique 1. vapeur méphitique 1. Donc, avec vapeur méphitique, on va mettre un pion de poison à tous les personnages qui vont rentrer dans cette zone. Moi, de tous les effets de ces fioles toxiques, vapeur méphitique, c'est celui que je préfère et on va vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Parce qu'on peut jouer effectivement à notre avantage. Enfin, moi, je vais rien expliquer du tout. Toi, tu vas rien expliquer parce je vais que essayer de mais tu comprendre, vas essayer de comprendre et intégrer après tu et vas appliquer. et après on a dit qu'est-ce que tu vas faire? Défoncer. Tu vas défoncer Mo à la prochaine partie, Défoncer c'est à la coups de fiole revanche de méphitique. la belle, tu vas le passer au rouleau compresseur. Ensuite, la prochaine caractéristique, c'est quoi, mon C'est cher passage secret. Oh là là. Alors, qu'est-ce que je vais c'est essayer de le faire de tête parce que la littérature est un petit peu longue. Hum Donc, ça permet, de mémoire, c'est en fin de phase. Alors là, je suis Non, prêt à non, dire des conneries. non, allez, vas-y, dis des conneries, après tu vas lire la carte parce que je le vois gros comme une maison que tu vas dire Non, des mais conneries. pendant la phase de déploiement, ça permet de placer 3 pions passage secret sur des éléments de décor de son choix. C'est ça, Voilà. Jusque-là, je vais dire des conneries. c'est ça. Ensuite, l'adversaire a la possibilité de retirer un des pions parmi les 3. Et là, je te surprends. Pas mal. Vérifie quand même. Non, non, c'est ça. C'est ça. Et ce passage secret, comme son nom l'indique, permet par la suite à Pamela, grâce si elle est en contact de ce passage pendant une phase de mouvement, d'emprunter le passage secret pour arriver à destination d'un autre pion placé sur un autre élément de décor. Et voilà, ça comptera comme une action, un déplacement. C'est pas mal du tout, c'est exactement ça. Donc en fait, Oyun Bilek va pouvoir se téléporter d'un point A à un point B. Vous allez voir qu'en théorie, ça paraît extrêmement intéressant. En pratique, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais on va voir ça tout de suite sur le terrain. Je crois que c'est son gabarit qui... Non. Non, c'est Rien à pas voir. ça. Non, c'est pas ça. On va le voir tout de suite. On va faire un zoom sur la table et on va vous expliquer tout ça. Alors, la fameuse caractéristique de passage secret, en fait, va permettre à Oyun Bilek de passer d'un élément de décor qui a le passage secret à un autre pour un point d'action. Donc, je bouge de 1 PA, je me téléporte vers l'autre élément de décor et là, je fais ce que je veux avec le dernier point d'action qui me reste. C'est mortel. C'est mortel dans les faits. Le problème, c'est que vous allez devoir, en début de partie, poser vos passages secrets sur 3 éléments de décor qui ont été mis sur le terrain au préalable. Donc, encore une fois, pensez-y bien quand vous déployez vos éléments de décor. Sur les premières parties, qu'est-ce qu'on fait souvent? On va venir mettre un passage secret chez l'ennemi et 2 chez nous, en se disant, voilà, il va être obligé de faire un choix. Souvent, qu'est-ce que va faire l'ennemi dans ces cas-là, hein? Imaginez qu'il est là. Eh bien, écoutez, il a le droit de retirer un pion de passage secret.
Donc, il va enlever celui qui est chez lui. Et là, c'est pas le décor, hein, c'est juste le pion passage secret. Et là, vous êtes marron puisque vous allez pouvoir vous déplacer d'ici à ici, ce qui ne sert absolument à rien. L'autre option, c'est d'en mettre 2 chez l'ennemi et de se dire, voilà, il va pouvoir en virer 15, ce salopio. Donc, je vais pouvoir arriver quelque part. Mais dans ce cas-là, en général, ce que va faire l'adversaire, s'il n'est pas con, c'est qu'il va enlever celui qui est chez vous. Donc, vous êtes pareil, marron. Et la capacité passage secret ne sert absolument à rien. Donc, comment est-ce que vous allez l'optimiser? Toujours encore une fois, rappelez-vous le déploiement des décors. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'en mettre un chez vous, un à peu près au milieu de la table, hein, il peut être là ou là, et un chez l'ennemi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être obligé de faire un choix. Soit il enlève celui-ci qui vous permettrait d'arriver dans sa zone, et à ce moment-là, ça vous permet effectivement d'avancer plus rapidement ou de vous réfugier en cas d'attaque. Soit il va enlever celui du centre, et dans ce cas-là, à partir du moment où il commence à avancer, vous pourrez vous déployer derrière et lui tirer dans le dos, ce qui est pas mal. Ou alors, soit il va enlever celui-ci, et vous, avec vos déplacements, pourrez arriver jusqu'au contact de celui-ci pour faire la même chose et vous déployer dans son dos. Donc voilà, de toutes les phases de déploiement et toutes les stratégies qu'on a pu tester jusqu'à maintenant, je dirais que c'est celle-ci la plus efficace. N'hésitez pas à nous faire des commentaires si vous avez d'autres idées en tête. Mais en tout cas, voilà, essayez de les déployer en ligne droite, une au milieu, une chez vous, une chez l'adversaire, et ça vous permettra d'optimiser les déplacements d'Oyunbi Leg avec sa capacité spéciale passage secret. Ah non, ça c'est la musique de MacGyver. Mais oui. C'est quoi la musique d'Alerte à Malibu? On va vous la retrouver, c'est pas grave. Merci. À la tienne. Alors, mon cher Momo, le prochain membre de la faction qu'on va étudier maintenant, c'est Chulun. C'est parti. Alors, Chulun, quand on regarde ses caractéristiques, au premier abord, on se dit que il a des caractéristiques plutôt moyennes par rapport à ce qu'on a pu voir par avant. Il n'y a pas une caractéristique à mettre en avant par rapport aux autres. Par contre, quand on regarde un petit peu avec insistance, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bleu quand même sur la carte, ce qui veut dire que rapidement, pour l'ensemble des caractéristiques, Chulun va, une fois qu'il aura pris un point de dégâts dans un des membres, va tout de suite passer en bleu et il va y rester pour un moment. Effectivement, dans chacun de ses membres, il a juste une case blanche. Et dès qu'il prend un point de dégâts dans un membre, il va effectivement être boosté au niveau de ses caractéristiques et il va y rester assez longtemps puisqu'il a 3 cases bleues dans le psy, 4 dans le combat, 4 dans la vigueur et 3 dans les jambes, donc dans la rapidité. Donc là, effectivement, c'est intéressant puisque, en fait, Chulun, vous allez pouvoir assez rapidement le booster et en plus, vous allez pouvoir le garder dans cette zone de bleu si vous avez un soigneur à porter. C'est assez intéressant. En termes d'équipement, il est équipé d'un masque de survie qui lui offre une protection de +1 à la tête. Voilà, donc lui, son truc, c'est d'avoir un cerveau un peu plus développé que les autres cannes. On ne l'a pas dit, mais c'est le membre le plus intelligent de la bande. Il a 5 en psy, donc en termes de points de stratégie, Chulun est celui qui va vous apporter le plus. Donc on lui protège sa tête parce qu'il est intelligent, quoi. Hein, portez un casque, sortez couvert. Alors, ses caractéristiques. Alors, les caractéristiques, il y en a 4. La première, c'est renforcement. Donc, je vais me lancer dans une lecture. Je vais faire attention à ma diction. Fais attention à ta diction. Ça coûte 1 point d'action. C'est jouable une fois par tour. Et ça permet de désigner un combattant allié situé à 15 cm ou moins de Chulun, dont tous les PC blancs sont cochés. Et une fois qu'on a désigné ce personnage, ça permet à ce combattant de gagner un équipement de protection pour ce membre qui s'appelle renfort d'acier et qui lui donne une protection de +2 au membre désigné. Voilà, donc ça c'est une caractéristique très intéressante puisqu'elle permet en fait, surtout quand un des membres de votre faction est passé dans le bleu, de le protéger sur ce membre-là pour essayer de faire en sorte qu'il reste dans le bleu. Donc pensez à Haute-Val ou pensez à Suc, quand ils ont augmenté leur capacité de vigueur ou de combat,
renforcez-les dans ces membres-là pour faire en sorte qu'ils puissent y rester dans le bleu le plus longtemps possible. Donc vraiment très intéressant. L'équipement suivant, c'est l'armure de fortune qui coûte 1 point de stratégie et qui est jouable 3 fois par tour, donc c'est pas mal. Et ça permet toujours d'offrir un équipement supplémentaire à un allié situé également à 15 cm ou moins de Shulun, sur lequel on l'équipera d'un pion armure de fortune. Et lorsque son combattant subit des blessures, on peut choisir de défausser un pion armure plutôt que d'aller lui cocher un point de dégâts dans le membre désigné. Donc ça c'est encore plus sympa puisque là il n'y a pas besoin d'être blessé, non? S'il subit des blessures. Non, c'est ça, c'est avant la blessure. Donc là on peut vraiment attribuer en fait des points de protection à un membre de l'équipe qui va les défausser en fait au lieu de prendre des points de dégâts. Donc là c'est vraiment puissant puisque ça va vous donner des points de vie supplémentaires en fait sur un membre de la faction. C'est jouable 3 fois par tour. 3 fois par tour. Et ça coûte 1 PS. Ça coûte 1 PS. Effectivement, il y a eu un errata puisque sur la version française, c'était pas précisé. Ça coûte 1 point de stratégie quand même. Donc, encore une fois, pensez à la gestion des points de stratégie. C'est pas un des points forts de la faction, mais on va le voir. Ça peut se résoudre comme problème grâce à Shulun. Exactement. On enchaîne. On enchaîne. Avec retournement de situation. Tiens, quand on en parle. Donc ça se joue à la fin du tour. Et ça permet de gagner 1 point de stratégie pour chaque combattant adverse ayant utilisé ce tour une capacité spéciale d'action conférée par une mission ou un objectif. Sachant qu'on a un maximum de 3 points de stratégie possibles à gagner. Et on doublez les PS gagnés si votre adversaire a joué au moins une carte tactique ce tour. Donc voilà, les points de stratégie, c'est une des faiblesses de la faction Khan. On n'en a pas beaucoup, mais grâce à cette capacité-là, en fait, vous allez pouvoir récupérer des points de stratégie à chaque fois que votre ennemi va utiliser des règles spéciales liées à ses objectifs, et il y en a toujours sur les missions, mais également à chaque fois qu'il va jouer des cartes tactiques à ce tour-là. Donc on a une faiblesse en termes de points de stratégie, mais à chaque tour, grâce à Shulun, on va pouvoir en récupérer. On enchaîne avec le filtre FFP3. 1 point de stratégie, on peut le jouer 2 fois par tour. Et là, il faut désigner, alors toujours dans un périmètre de 15 cm autour de Shulun, à la fois un combattant allié et un combattant adverse. Et le principe, c'est que ça permet de défausser un pion état, enfin en tout cas de transférer un pion état du combattant allié vers le combattant adverse, sachant qu'en fonction du pion état, on a des bonus différents. Si c'est un pion rage ou peur, le combattant adverse est déplacé de 10 cm vers ou à l'opposé de Shulun, selon le choix. Il contourne les obstacles, il ne peut finir ce déplacement au contact d'un combattant ou d'un objectif. Dans le cas d'un pion ralentissement, le combattant adverse perd 1 point d'action. Et dans le cas d'un pion brûlure ou poison, le combattant adverse subit l'état blessé dans un membre de votre choix. Pas mal, donc là aussi ça permet effectivement de compenser la faiblesse en point d'action de la faction, en retournant en fait les effets que va vous infliger votre adversaire contre lui. Exactement. Un retour de flamme. Voilà pour Shulun qui a un profil extrêmement agréable à jouer pour 30 points de valeur. Alors, le prochain membre de la faction, c'est un personnage que tu joues assez fréquemment, mon cher Momo, c'est Kushi. Parle-nous de Kushi. Alors Kushi, en termes de caractéristiques, ce qu'on peut mettre en avant, ça va être plutôt sa rapidité. Enfin, c'est là où il a la valeur la plus importante, avec de base une rapidité de 5, qui peut monter jusqu'à 7 quand il va arriver dans les bleus. Alors par contre, pour l'ensemble des membres, la case bleue se limite à chaque fois à 1. Et il a plutôt un profil assez moyen, on va dire. 4, 4, 4, 5. Ouais. Équipement spécial ? Équipement spécial, laboratoire portatif. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'en sais rien. Là, si, c'est ce qui va lui permettre en fait de faire toutes ces caractéristiques spéciales de l'autre côté, en retournant la carte. Donc c'est là où on découvre les choses intéressantes du personnage. Exactement, c'est là qu'on va comprendre toute la quintessence de Kushi.
Alors, donc les caractéristiques spécifiques, la première c'est eau cicatrisante qui coûte 1 point d'action et qui est jouable une fois par tour. Ça permet à Kushi de désigner un combattant allié situé à 5 cm ou moins de lui. Ce combattant effectue un test de vigueur de difficulté 2. S'il n'obtient que des réussites, ça permet de soigner 2 points de blessure dans le membre de son choix. Donc ça c'est pas mal, hein. C'est une caractéristique, une capacité que tu utilises assez fréquemment pour soigner tes cannes, pour les passer du rouge au bleu. Après le problème c'est qu'il faut être à 5 cm, c'est ça? Ouais. 5 cm de la cible. Donc ça veut dire qu'il faut que vous laissiez Kushi en permanence assez proche du reste de la troupe. L'inconvénient c'est je prends toujours un coup de flammeur dans la tronche. Voilà. Le problème c'est qu'effectivement Kushi reste à portée de l'ennemi qui va essayer de venir le chercher, surtout s'il est en surnombre ou avec des armes à gabarit. Ensuite, on a traitement de choc qui coûte 1 point de stratégie et qui est également jouable une fois par tour, qui permet de désigner ce coup-ci un combattant allié situé à 10 cm ou moins de Kushi, et qui permet de cocher un PC dans le membre de votre choix de ce combattant. Et puis Kushi peut se désigner lui-même comme cible de cette caractéristique. Donc ça, on n'en a pas parlé de ça. Si. L'intérêt de ce... Alors l'intérêt de ça, quel est l'intérêt de blesser, de s'automutiler. De s'automutiler ou de blesser des membres de son équipe? C'est de les faire passer dans le bleu. Dans le bleu, exactement. C'est de les faire passer dans le bleu pour pouvoir booster leurs compétences. Donc là, c'est une caractéristique assez opportuniste en fonction des points de blessure des points de blessure qu'ont les membres de votre faction. Vous allez pouvoir optimiser tout ça et les faire passer plus rapidement dans le bleu, puisque que ce soit en vigueur ou en combat, vous allez pouvoir faire dans votre bande des véritables brutes. Qu'est-ce qu'il faut d'autre, Kushi? Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ouais. Il fait du troc. Il fait du troc. Grâce à la caractéristique échange équitable, qui est jouable une fois par tour, et qui permet, durant la phase tactique, dans le cas où on ne joue pas de carte tactique justement, de se défausser d'une carte de sa main pour choisir l'un des deux effets suivants. Donc le premier, ça permet de gagner 3 points de stratégie. Et le second, c'est d'annuler gratuitement une carte tactique de votre adversaire possédant la règle spéciale annulation. Donc annulation X, sachant que le X doit être inférieur ou égal à 4. D'ailleurs, je ne sais pas si des cartes qui vont ensemble là, si. J'en ai pas vu pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, Kushi, avec son psy de 4, peut faire un bon leader de votre bande et qui va permettre de combler la lacune en points de stratégie, puisque vous allez pouvoir soit récupérer des points de stratégie en défaussant certaines de vos cartes, de vos cartes tactiques, ou soit annuler des cartes tactiques de l'ennemi. Donc on a peu de points de stratégie, donc on va parfois utiliser cette capacité-là pour contrecarrer ce manque en carte de stratégie. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, il tombe de la grêle dehors. Il fait 35 degrés à l'intérieur et il tombe de la grêle dehors. On va peut-être aller fermer la porte après. Alors, la dernière caractéristique rapide, c'est apaisement, qui coûte 1 point de stratégie et qui est jouable une fois par tour, et qui permet de désigner un combattant ennemi situé à 15 cm ou moins de Kushi. Ce combattant doit effectuer un test de psy de difficulté 5, et la prochaine fois que votre adversaire veut activer ce combattant, donc ce tour-ci, il devra payer 3 points de stratégie, moins 1 point de stratégie par réussite obtenue au test de psy. Et s'il ne peut pas payer ou qu'il ne veut pas payer ses PS nécessaires, le combattant est considéré comme déjà ayant été activé à ce tour. Donc ça sert à quoi? Parce que ça, tu l'utilises aussi assez fréquemment, mon cher Morgan. Ça sert à pourrir l'adversaire. Exactement, forcez-le. L'empêcher d'activer un de ses combattants. Exactement. Et donc, pourrir une stratégie, un tour. Donc, exemple, les jokers de la dernière fois, qui ont peu de points de stratégie et un psy assez faible, ça permet effectivement de les handicaper, puisque tu peux bloquer complètement un joueur, ou tu peux pousser ton adversaire à défausser des points de stratégie qui pourraient lui être utiles par la suite. Et ça, tu peux le faire tous les tours. Ouais, une fois par tour, et ça coûte un point de stratégie. Et ce qui va permettre de défausser du côté de l'adversaire 2 à 3 points de stratégie. Donc, plutôt un bon investissement. Voilà pour Kushi.
C'est plutôt un profil intéressant. On l'a joué plusieurs fois et Kushi, Ouais. on le trouve pas mal, hein. Ouais, il est pas mal. Voilà, il a un bon psy et il vous permet de soigner, de blesser les membres de votre troupe. Et il permet aussi de pas mal bloquer l'adversaire avec son apaisement et également de combler le manque de points de stratégie. Donc Kushi, une valeur sûre à adopter. Validé. Adopte un Kushi, Adopte un adopte un Kushi.com. Kushi.com. Tout le monde chez soi devrait avoir au moins un Kushi. Alors, le prochain membre de la faction Khan qu'on va étudier maintenant, c'est aussi un de mes préférés, c'est Altaloun. Altaloun. Effectivement, on a vu, on a une faction qui est assez peu mobile quand même avec les Khan, on a quelques gros lourdeaux. Là, avec Altaloun, on va changer la donne, puisque c'est un personnage plein de surprises. Morgan, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ses caractéristiques? Bon, au niveau de ses caractéristiques, pas grand chose de spécial, si ce n'est qu'il est assez équilibré. À noter quand même Non. une valeur de 5 en combat, donc c'est intéressant. Et également, Passe à 6. il peut passer à 6, il peut rester, de deux petites cases bleues, quoi. Voilà, donc pour 25 points, c'est plutôt un profil moyen, on va dire, qui représenterait peu d'intérêt s'il n'avait pas quelques règles spéciales qu'on va voir tout de suite. Alors on va les prendre dans l'ordre. La première, c'est vicieux. Vicieux. Il est Alors, vicieux. Vicieux, ça permet à Altaloun d'ignorer les combattants présents sur le terrain lorsqu'il effectue une action de déplacement ou d'engagement. Il peut terminer une action de déplacement au contact d'un combattant adverse, mais il ne peut pas pour autant finir un déplacement sur un ou plusieurs combattants. Donc Altaloun, c'est un mec assez mobile et il va pouvoir se déplacer à travers les figurines ennemies. Donc ça, c'est intéressant puisque personne ne lui gêne son déplacement. Seconde caractéristique, guerrier fantôme, donc qui coûte 1 point d'action et c'est jouable une fois par tour. Ça permet à Altaloun, dans le cas où il est libre et situé entièrement dans un décor qui possède la règle spéciale occupation, de retirer Altaloun du terrain et de le replacer immédiatement dans un autre décor ou au contact du décor qui possède également la règle spéciale occupation. D'accord. Donc là, c'est une sorte de téléportation entre deux éléments de décor qui ont la règle occupation, en gardant en tête que au point de départ, il faut qu'il soit entièrement dans le décor et qu'à l'arrivée, il faut qu'il soit dans le décor ou à son contact. On va le voir après quand on va passer sur la table, ça a son importance. Donc téléportation. Téléportation, c'est un truc de ouf. La troisième, c'est morsure des steppes. Morsure des steppes, ça fait peur. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça permet à chaque fois qu'Altaloun effectue une attaque de corps à corps de transférer un pion état possédé par Altaloun à la cible de son attaque. Ça, c'est pas mal du tout. On va voir tout à l'heure aussi quand on va passer sur la table. Avec Altaloun, il y a moyen de faire des combos de ouf. Et pour la dernière caractéristique, on reste dans les steppes avec connaissance des steppes. Connaissance des steppes. Donc ça, c'est un point de stratégie, c'est jouable 4 fois par partie. Et ça permet à un début de tour de choisir un décor sur le terrain et de faire gagner à ce décor la règle spéciale occupation jusqu'à la fin du tour. C'est pas vrai. Mais si. Cependant, à partir de la fin du tour, ce décor conserve cette règle spéciale tant qu'un combattant est situé à son contact. Pas mal. Et aucun combattant ne peut être placé à l'intérieur de ce décor, sauf s'il possédait déjà la règle spéciale occupation lors de son placement sur le terrain. J'ai rien compris. Alors à quoi ça pourrait servir, mon cher Momo? Rien compris? Non. Alors je vais te dire à quoi ça peut servir. On a dit qu'il pouvait se téléporter d'un point occupation Un autre point. occupation. On a dit qu'au départ, au point de départ, il devait être à l'intérieur du décor et qu'à l'arrivée, il devait être au contact ou à l'intérieur du décor. Cette règle spéciale-là te permet de définir n'importe quel élément de décor sur la table et lui donner la règle occupation. Ouh. Ok? Mais, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dure un tour. Non, oui, et que la figurine ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc si tu penses à Altaloun, ça ne peut être qu'un point de réception. D'accord? Tu ne peux pas utiliser cette règle-là comme point de départ, mais tu peux l'utiliser comme point d'arrivée. Ok? On va mettre tout ça en application maintenant par un petit zoom sur la table pour vous expliquer comment utiliser Altaloun, le renard des steppes très vicieux. Il peut être méchant sur certaines missions.
Alors, notre ami Altaloun, avec sa capacité spéciale guerrier fantôme, en fait, ce qu'il va pouvoir faire, c'est entrer dans un élément de décor avec la capacité occupation, comme ce container, et se téléporter soit dans un élément de décor avec la capacité occupation, soit dedans, soit à son contact. Donc, vous le voyez ici, un PA, je bouge dedans, un autre PA, j'arrive ici, et si j'ai un ennemi au contact, je peux l'attaquer. Si j'ai un objectif pareil à accomplir, je peux aller jusque-là, puisque il me reste encore un point d'action pour pouvoir l'activer. N'oubliez pas des compétences qui peuvent le booster aussi, comme adrénaline. Donc ça, c'est sa capacité de base. Son autre capacité, c'est connaissance des steps, qui pour un point de stratégie 4 fois par partie, va lui permettre de définir n'importe quel élément de décor comme ayant la règle occupation. Donc là, un deuxième cas de figure. Ici, cet élément de décor n'a pas la règle occupation, mais grâce à cette stratégie, je vais pouvoir en début de tour dire, voilà, cet élément de décor-là a la capacité occupation. Et donc, de la même façon, je vais pouvoir me déplacer dans celui-ci et arriver au contact de celui-ci pour accomplir un autre objectif ou bien charger un adversaire que je préfère. Voilà, donc ça, c'est sa capacité de base. Après, là où ça devient intéressant, c'est imaginer que vous n'ayez pas d'élément de décor avec la capacité occupation. Vous allez pouvoir utiliser les fioles toxiques de vos amis. Vous avez plusieurs membres de la faction qui sont capables d'utiliser des fioles toxiques, dont Oyun Bilek qu'on a vu tout à l'heure. Avec Oyun Bilek, vous jetez une fiole toxique dans les 20 cm. Là, encore une fois, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de choisir les effets de cette fiole toxique. Et on va le voir, ça peut être intéressant pour Altaloun. Mais Altaloun, ce qu'il va pouvoir faire, c'est se déplacer à l'intérieur de cette zone toxique pour ensuite se téléporter soit ici dans un élément de décor qui a la capacité occupation, ou bien soit s'il a utilisé sa capacité connaissance des steps, ici. D'accord? Là où ça devient intéressant, c'est en termes de combo. Si vous choisissez par exemple en capacité de cette zone toxique, une zone méphitique, Altaloun va entrer dans cette zone et va choper un pion poison. Donc il est empoisonné, le pauvre Altaloun. Et là, vous pouvez vous dire, merde, c'est dommage quand même de s'empoisonner un gars. Mais Altaloun a également la capacité morsure des steppes. À chaque fois qu'Altaloun effectue une attaque de corps à corps, transférer un pion est à posséder par Altaloun à la cible de son attaque, juste après que la cible de cette attaque a été désignée. Donc imaginez, vous avez Altaloun qui vient ici dans une zone méphitique, qui chope un pion poison, vient ici au contact d'un adversaire, lui donne son pion poison et va le taper. Donc pion poison, l'adversaire perd un point dans toutes ses capacités et vous allez pouvoir le poutrer. D'accord? Donc ça c'est vraiment intéressant. Vous pouvez le faire ici ou même ici si vous avez utilisé connaissance des steps. Donc ça c'est vraiment une combinaison qui est assez intéressante et qui fait d'Altaloun un des éléments les plus stratégiques de la faction si on le connaît bien. Rappelez-vous, morsure des steppes, c'est vraiment puissant. Même dans le cas d'une adrénaline, par exemple, qu'on peut utiliser sur Altaloun, si on utilise une adrénaline sur Altaloun, il va récupérer un pion ralentissement qu'il va pouvoir filer à un de ses adversaires. On peut aussi utiliser comme capacité spéciale ici sur la fiole toxique, celle qui lui donne 2 points de dégâts dans une zone aléatoire, dans un membre aléatoire. Ce qui est bien, c'est qu'Altaloun a 2 points de vie blancs dans chacun de ses membres. Donc ça veut dire qu'il va les perdre systématiquement en entrant dans cette zone et qu'il va booster de façon aléatoire un de ses membres, que ce soit le psy, le combat, la vigueur ou la rapidité. Donc Altaloun extrêmement intéressant, notamment sur des missions qui nécessitent une grande mobilité. Voilà Altaloun pour 25 points de valeur, un élément très stratégique de votre faction. On l'adore, Altaloun, on t'aime. Au suivant pour la faction Khan avec notre ami Ogodai. Alors, Ogodai.
Donc, niveau caractéristiques, c'est globalement moyen, hein. C'est 4 partout, et c'est même faible en psy, puisque on a que 2 de caractéristiques D'accord. de départ, et puis même le fait d'être blessé dans le bleu le fait passer à 1. Ok. Donc un profil assez moyen pour 20 points de valeur. Est-ce qu'il a des équipements spéciaux? Alors il a deux équipements particuliers. Le premier, c'est une scie circulaire. Donc on verra par la suite ce que ça apporte. Ça fait peur. Oui, sur le papier, c'est pas mal. Et une fusée d'effresse, donc D'accord. qui est une arme de tir de portée 20, qui offre un CBT de plus 2, une puissance de 2. Donc c'est pas mal, mais par contre c'est utilisable qu'une seule fois par partie, donc à utiliser au bon moment. Donc là c'est vraiment de l'opportunisme, hein. Misez pas sur la capacité de tir de Ogodai, mais voyez-le de façon opportuniste. C'est quoi? C'est combat plus 2 et puissance plus 2, donc c'est assez puissant, surtout si on l'utilise. Si on l'utilise au bon moment. Surtout si on l'utilise au bon moment, quand on est passé dans le bleu en combat, puisqu'on a une capacité de combat de 6. Donc avec un plus 2 en tir, en combat, ça donne effectivement un 8 en tir, ce qui est énorme pour une arme de tir, avec une puissance de 2. Regardons ses caractéristiques spéciales. Pendant que là, encore une fois, je vais aller fermer la fenêtre. Vas-y, continue, Momo, parce qu'il y a une tornade dehors. Oh putain, je prends possession de la caméra. Alors, en termes de caractéristiques spéciales, on a une caractéristique de fiole empoisonnée. Donc, on l'a déjà vu précédemment. Ce qui change ici, donc en termes de portée, ça ne change rien. On sait la jouer une fois par tour. Par contre, on n'a pas le choix. Hein. C'est vapeur méphitique à chaque fois, donc qui donne un pion poison à l'ennemi. Donc c'est 2 points de stratégie, c'est jouable une fois par tour, donc ça on l'a déjà dit. Et l'équipement spécial, c'est la fameuse scie circulaire, qui est activable en payant également un point de stratégie. Le principe, c'est que la prochaine fois que Ogodai va effectuer une attaque de corps à corps, la valeur de protection des équipements est divisée par 2 et arrondie à la valeur inférieure. Donc ça c'est pas mal contre tous les ISC qui ont une forte valeur de protection et des armures. Ça c'est pas mal. Donc Ogodai, c'est un profil intéressant pour 20 points qui peut être joué en combinaison avec Altalun et sa capacité à se téléporter depuis la zone de fiole toxique, qui lui donne en plus donc la capacité poison. Donc Ogodai peut se protéger avec ça des ennemis, et Altalun peut l'utiliser comme zone de téléportation pour se déployer sur la table. Donc Ogodai, un profil intéressant. On va le voir, on a dans les options à 20 points, on a 2 profils. On a Ogodai ou son frangin qui s'appelle Kutluk, et qui est aussi intéressant. Donc pas toujours facile de faire le choix. Passons tout de suite à Kutluk. Alors Kutluk, il faut qu'on appuie ici, regarde la stratégie, et Kutluk. Voilà, si j'appuie là, putain, c'est magique. Oh putain, c'est beau la technologie. Vous voyez, attends, par contre, il faut on a quand même pas mal progressé, hein, j'espère que vous notez. On change de figurine. On a fait pas mal d'efforts depuis la première vidéo à la GoPro, dont les questions n'étaient même pas ouvertes et vous ne nous entendiez pas parler. On essaye d'innover en termes de technologie. Donc on va maintenant parler de Kutluk, qui est l'autre option à 20 points, et qui est donc le frangin du précédent. Ils sont tous les deux très vilains, tu peux le dire, hein, cette fois-ci. Ah, oui, non, c'est particulièrement moche. Particulièrement moche. Donc en termes de caractéristiques, qu'est-ce qu'on s'est raconté c'est plutôt hétérogène en fait. Oui, ou hétéroclite, ou hétérosexuel. Ouais, si c'était pas utilisé à bon escient. Hétérosexuel, si ça peut marcher aussi. S'il veut pécho notre amie Pamela, même si elle fait 2 fois sa taille. D'ailleurs, il porte ses testicules à sa ceinture. Non, c'est pas des testicules, c'est des fioles toxiques. Mais c'était bien essayé. Donc, qu'est-ce qu'on raconte? 5 en CBT, 5 en combat qui peut passer à 6 en boosté, 4 en vigueur qui peut passer à 6 en boosté,
Donc il est potentiellement pas mal quand il est blessé. Est-ce qu'il a des équipements, mon cher Momo? Et ben non. Non, il n'a pas d'équipement. Par contre, il a quelques caractéristiques, quelques capacités spéciales qui sont intéressantes. Voyons-les tout de suite. Bah, la fameuse fiole empoisonnée dont on vient de parler, D'accord. qui a les caractéristiques complètement identiques À son frère, à son frère, au Godai. avec une vapeur méphétique, Vapeur méphétique. de 1. Et puis par contre, il a le fameux remède de cheval. Alors ça, c'est pas mal ça. Explique-nous remède de cheval. Ça coûte déjà un pion d'action, c'est jouable une fois par tour, et ça permet de désigner un combattant allié qui est situé dans les 10 cm du personnage, et qui permet de soigner 2 PC dans un membre de votre choix. Et donc 2 PC dans un membre de son choix, et 1 PC supplémentaire dans un autre membre. Ouais, mais tu l'expliques pas très bien. Ouais. Parce que en fait, tu En soignes fait, 2 points de dégâts dans un membre et tu fais 1 dégât dans un autre. Ouais, c'était ça que je voulais dire. C'était ça que tu voulais dire, ouais. Bon, je le reformule. Vas-y. Donc c'est pas mal puisque Kutlook en fait vous permet de soigner 2 points de dégâts dans un membre et de blesser dans un autre. Donc dans la même occasion, ce qui vous permet de repasser du rouge au bleu par exemple ou au blanc dans un des membres qui a été déjà blessé et de reblesser un membre qui ne l'a pas été pour vous emmener dans le bleu. C'est une capacité qui est super intéressante. Alors attention, on ne peut l'utiliser que sur des gens qui sont blessés. On ne peut pas soigner des gens qui sont tout neufs. Donc c'est la limite par rapport aux capacités spéciales de Kushi, mais c'est un profil qui est extrêmement intéressant puisqu'il vous permet à la fois de récupérer des points de vie et d'optimiser les capacités de vos autres membres de la faction. Très intéressant à utiliser en combinaison avec un Suc ou bien Haute-Val ou Alag. Ça, c'est vraiment un personnage intéressant. Donc, quand vous faites vos combos, vos factions et que vous avez besoin de 20 points de valeur, toujours difficile de faire un choix entre ces deux-là. Pour être honnête, moi, j'ai une petite préférence pour Kutlook que je trouve beaucoup plus optimisé par rapport à cette capacité justement à soigner et blesser ses petits amis. Ils ont tous les deux les fioles empoisonnées, donc peuvent aussi aider Alatloun à se déplacer dans le terrain. Essayez les deux, testez les deux, mais voilà, moi j'ai ma petite préférence pour Kutlook des deux frangins. Voilà pour nos profils à 20 points de valeur. On va ensuite passer à nos 2 derniers membres de la faction. Alors, j'ai nommé Kubilai, si tu veux bien nous trouver la carte. Voilà, Kubilai, exactement. Premier coup. Donc Kubilai, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru qu'il avait un canon laser dans sa main et qu'il allait pouvoir découper tous ses ennemis en rondelles, même se taper des rhinos ou des Land Raiders. En fait, pas du tout. Ça n'est pas un canon laser. Ce n'est qu'un marteau pneumatique. Ça n'est qu'un marteau pneumatique, mais on va voir, c'est pas si mal que ça. Bon, les caractéristiques, qu'est-ce qu'on raconte? Caractéristiques, écoute, c'est un profil à 15 points, donc ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit. Il a des caractéristiques moyennes, il peut se booster en combat et en vigueur. Et il a 2 cases bleues en combat. C'est un profil assez fragile, un Kubilai. On ne va pas vous dire que c'est la brute de la faction, mais en tout cas, elle a quelques capacités spéciales assez intéressantes. Voyons-les tout de suite. Enfin, quelques capacités spéciales, et on verra si les deux sont intéressantes. On peut dire quelques à partir de 2, donc ça marche. Alors la première, c'est scarification, un point de stratégie une fois par tour, qui permet de désigner, de choisir un membre de Kubilai, de s'infliger une blessure à ce membre. Bien sûr, on ne prend pas en compte les protections éventuelles sur ce. D'ailleurs, qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas de toute façon. C'est intéressant de le noter quand même. Ouais. Donc c'est un peu comme Yevgeny, le Joker que tu n'aimes pas. Ouais. Il a la possibilité de s'auto-booster lui-même en se scarifiant certains de ses membres. Donc on le voit. Mais par contre, il ne peut pas perdre le dernier PC d'un de ses membres de cette manière. Alors ça veut dire qu'il ne peut pas se suicider. Bon, ça c'est plutôt bien. Ça le protège, ça t'évite de faire. C'était aussi intéressant de le noter. C'est très intéressant de le noter, surtout dans ton cas qui a tendance à pousser un peu les personnages jusqu'à leur dernière limite et tu pourrais les suicider, donc ça va t'en empêcher. Donc on le voit, il va pouvoir se booster lui-même et
se booster notamment le combat ou la vigueur de façon intéressante. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire du Kubilai. Une deuxième caractéristique. Dans la fameuse. La fameuse, parce que sans l'intéressant, celle-là, voilà. pour le moment, on ne l'a pas encore trouvé. C'est Terrassier qui coûte 1 PA et qui permet de choisir un décor au contact de Kubilai et de lui offrir la règle Occupation 1, la fameuse. La fameuse. Alors, Attends, qu'est-ce que donc ça si on fait des stratégies, on joue Kubilai avec, je ne sais plus comment il s'appelle. Déjà, tu l'as oublié, c'était Alatloun. Alatloun. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et bah donner. Avec nos deux amis. Voilà. On va les donner la caractéristique occupation à un décor Voilà. et utiliser ce décor pour pouvoir téléporter à la Exactement. clown sur un autre décor qui a également la caractéristique occupation. Donc là où avant on était obligé de balancer une fiole et Exactement. s'auto-faire mal, bah là on peut avoir le même résultat sans. Un décor au contact de Kubilai obtient la règle occupation. Donc voilà. Ça peut servir 2 points de départ et 2 points d'arrivée pour la fameuse téléportation de Alatloun. Donc effectivement, un personnage intéressant à jouer dans ces compositions pour 15 points. Donc c'est les profils les plus abordables de cette faction Cannes. Donc intéressant. On note Kubilai et on le testera dans une prochaine partie. Morgan s'y engage. Ensuite, le dernier membre de cette faction, c'est une espèce de petite crotte. Je vais essayer de le mettre à la caméra, mais il est vraiment tout petit. Oui, moi je vais Il essayer est ridicule. de. Voilà, il faut que tu trouves son profil. Voilà, bravo, c'est lui. Alors, comment il s'appelle? Eh ben, il s'appelle Jagatai. Jagatai. Jagatai, c'est le fameux Jagatai. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, le fameux Jagatai? Ben, en termes de caractéristiques, il a des caractéristiques qui sont au niveau de sa valeur. Hein, donc, Ouais, 15 points de valeur. 15 points de valeur. Bon, rien de spécial. Il a lui aussi la capacité à augmenter ses caractéristiques quand il est blessé. Ouais. Bon, voilà. 3 cases bleues dans la rapidité. Bon. C'est pas un des problèmes de Jagatai, c'est qu'il a qu'une rapidité de 3 à la base. Donc ça peut être un peu un inconvénient, puisqu'on va le voir, il a des capacités spéciales qui peuvent être activées. Mais le problème, c'est qu'avec une rapidité de 3, malheureusement, vous jouerez rarement Jagatai avant votre adversaire. Regardons tout de suite ses capacités spéciales, mon cher Alors, Momo. en termes d'équipement, il est quand même équipé d'un porte-mort. Exactement, il faut le noter puisque c'est ce qui va effectivement expliquer les capacités spéciales du dos de la carte. Mais avant le porte-mort, il y a la fameuse routine d'exploration. Ah, la fameuse qui m'a pourri la vie dans la mission Bunker. Tu te rappelles de ça? Mais exactement. Voilà, Exactement. regardez la mission Bunker et vous verrez que Momo a utilisé cette capacité spéciale À bon escient. à bon escient, tout à fait, en me foutant un container juste en face de ma faction pour m'empêcher de me déplacer correctement. Donc Voilà. explique-nous tout ça. Et bien tout ça, ça coûte un point de stratégie, c'est jouable 2 fois par partie et ça permet, une fois le déploiement effectué, vous pouvez déplacer un élément du décor qui ne soit pas un objectif. Donc les restrictions en vigueur lors de la phase de préparation concernant le placement des décors sont valables. Vous ne pouvez pas placer un décor à moins de 5 cm d'un combattant. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Parce que, effectivement, encore une fois, vous l'avez noté, ça vous donne la possibilité de replacer un élément de décor. Un joueur, un adversaire expérimenté va se méfier de vos compos, surtout quand il voit Altaloun. Et si l'élément de décor à occupation, ça marche aussi? Exactement, si l'élément de décor à occupation, ça marche, tu fais très bien de le noter, mon cher Momo, puisque votre adversaire va faire attention à son déploiement d'éléments de décor avec la zone occupation, puisqu'il sait qu'il y a Altaloun en face, il va essayer de vous pourrir la vie. Mais grâce à notre ami Jagatai, vous allez pouvoir replacer un de ces éléments de décor là où vous le voulez. Donc optimisez votre stratégie pour pouvoir justement optimiser les déplacements d'Altaloun. Donc super aussi comme personnage à utiliser en combinaison avec notre ami Altaloun. Je vais essayer de ne pas tomber de ma chaise. Et pour finir, donc le porte-mort, un point de stratégie une fois par tour. L'idée c'est de poser une carte sur le terrain à 15 cm ou moins de Jagatai.
Elle sera retirée à la fin du tour et cette carte est considérée comme possédant les règles occupation et présence hostile 1. Présence hostile 1. Alors voilà, c'est une sorte d'espèce de flaque qui se pose à combien de 15 centimètres? cm 15 moins. cm. Alors on peut se dire, voilà, ça peut vous poser une carte comme ça sur la table. On peut se dire, voilà, ça va gêner l'ennemi. La réalité, c'est que avec une rapidité de 3, la plupart du temps, vos ennemis auront fini leur mouvement avant que votre ami Jagatai ait pu poser sa zone. Donc, c'est très limité d'un point de vue efficacité pendant le tour. Ça peut éventuellement gêner les déplacements, mais très peu. L'intérêt en fait de cette arme, en fait, il y en a plusieurs. C'est en 1, vous allez pouvoir blesser vos gars. Donc ça fait un espèce de bain de pied comme à l'entrée des piscines pour tous vos mutants. Si vous voulez les optimiser et les blesser dans certaines zones de leur corps, eh bien vous les faites passer par par cette zone et ils vont perdre un point de vie dans un de leurs membres. Okay, donc ça permet de les blesser un peu plus vite pour les faire passer plus vite dans le bleu. Et puis la dernière capacité intéressante de ça, c'est qu'elle a la règle Occupation. La fameuse règle occupation. Donc encore une fois, dans vos options de combo et de création de faction, eh ben, notre ami Jagatai peut aussi apporter des solutions pour la téléportation de notre ami Altalun. Donc vous voyez, ce gars-là pour 25 points peut jouer un rôle important dans votre faction. Il fait un peu tout du sol au plafond. Il ne va pas vous sauver la partie si vous jouez n'importe comment. Mais en tout cas, d'un point de vue stratégique, il peut apporter pas mal de solutions. Et c'est un profil à 25 points. Donc vous allez pouvoir le combiner avec du 15, avec du 20, etc. Donc je dirais que la prochaine étape maintenant, ça va être de créer la composition idéale de Cannes. Donc est-ce qu'on les a tous vus maintenant? Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on les a tous vus. On a vu Suk. Il est où Suk? Il est là. Suk. Donc on a vu Suk le missile. On a vu donc 40 points. Les deux profils à 40 points, c'est Suk et Hautval, bien sûr. Tac, nos amis. On a vu ensuite Pamela au Yunbilek, 35 points. Le deuxième profil à 35 points, c'est Alag. Ensuite, on va tomber à 30 points avec Chulun. Ensuite, on va avoir nos profils à 25 points avec Kushi et Altalun. Ensuite, on va avoir nos profils à 20 points avec Ogodai et Kutluk. Et ensuite, nos profils à 15 points avec Kubilai et Jagatai. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est essayer dans un budget de 100 points de faire la composition la plus violente. Donc c'est ta mission, Momo, pour la prochaine fois. Mo va rentrer de vacances, tout détendu. Il aura bouffé comme une vache pendant une semaine. Il va être détendu et un peu pas forcément réactif, quoi. Et là, tu vas lui faire... Ça change pas d'habitude. Voilà, et là, quand il va arriver avec ta composition de ouf, tu vas lui mettre le coup du lapin, tu vas lui mettre un coup de tronçonneuse, et cette fois-ci, la victoire est à toi. Alors, par contre, là, c'est le filmé, donc t'as pas de pression, mais quand même un peu, parce que si tu te fais démonter après une telle revue stratégique, c'est l'arme sur toi et toute ma famille et ma descendance, voilà, sur 3 générations. Et des générations, j'ai bien compris. Bon, après, on peut dire aussi que pendant la partie, t'as pas eu trop de chance au dé quand même. Hein. Ah non, mais merci du soutien. C'était pas terrible. Mo, de son côté, a eu beaucoup de chance au dé, mais en tout cas, ça n'excuse pas tout. Maintenant, tu as tous les éléments en main pour pouvoir le démonter à la prochaine partie. On espère que vous avez aimé ce nouveau format. On en fera d'autres. Alors là, pour l'instant, c'était qu'une revue de troupe. Il est assez tard, donc on va peut-être s'arrêter là. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est passer en revue les missions spéciales pour le clan des Cannes et aussi les cartes de stratégie. Les cartes de stratégie. Voilà, on va revoir tout ça ensemble. Donc, on va composer maintenant la faction de nos rêves et ensuite, on va travailler sur les missions les plus adaptées à notre faction et sur les cartes de stratégie qu'on va y associer. Donc ça, c'est la prochaine étape.
tape ton 5 Momo, que la force soit avec toi pour la prochaine mission. On a vu que physiquement tu étais prêt, maintenant mentalement tu es à bloc, donc la prochaine fois, bam, comme l'a dit Chuck Norris, dans ta gueule. dans ta gueule, comme l'a dit Chuck Norris, c'est dans ta gueule. Bah, Mo, j'ai un petit dernier message pour toi. Je crois que là je suis prêt, ça y est, psychologiquement je suis au taquet, physiquement je suis à donf. Donc je bois un dernier verre à ta santé, parce qu'elle va pas durer bien longtemps. La prochaine fois je te coupe en deux.